Merci beaucoup, Caroline. Hein, c'est très flatteur. Je suis très heureux. Alors, je ne suis pas père aidant. On peut peut-être se demander pourquoi quelqu'un qui n'est pas père aidant intervient dans une après-midi sur la père aidance. Mais bon, j'ai rencontré la père aidance et j'essaye de développer cela pour mieux aider les personnes dont je m'occupe, qui sont mes patients. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis surtout, comme je suis enseignant, j'ai pu créer un diplôme dont je vais vous parler pour aider les pères aidants à se former entre eux et puis pour leur apporter aussi les éléments qu'on peut, nous, professionnels de santé, leur apporter. Donc, une toute petite illustration pour vous dire d'où je viens. Vous voyez, ça, c'est la ville de Lyon. Alors, c'est une ville qui est à la confluence d'un fleuve qui s'appelle le Rhône et d'une rivière qui s'appelle la Saône. Et là, vous avez les rives de Saône avec des bâtiments qui datent de la Renaissance. Et puis en haut, c'est le quartier de Fourvière qui date de l'époque romaine. Donc, il y a 2000 ans, quand la ville a été fondée en 43 avant Jésus-Christ. Avant, c'était juste une petite ville gauloise sur la colline d'en face. Mais là, les Romains sont venus et ont fondé cette ville. Je vous conseille d'aller la visiter. Vous avez la vue depuis Fourvière en haut, là à droite. Et puis quand on descend, vous voyez la cathédrale Saint-Jean, qui n'a pas brûlé, contrairement à Notre-Dame. Donc vous pourrez la voir dans son état du XIIIe siècle. Et puis, je collabore volontiers avec des équipes du Québec. Là, vous voyez, j'avais travaillé avec l'Institut Pinel. Et on avait fait, Luc Vigneault aussi, que vous voyez en bas, là. On avait fait des petites interviews pour avec les personnes de l'Institut Pinel. Et c'est sorti il y a 2 mois, si je me souviens bien. Alors, mon plan. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les personnes dont je m'occupe en renforçant leur pouvoir de décider et d'agir pour favoriser leur rétablissement. Donc, pour faire ça, j'ai créé des diplômes pour que les gens soient mieux soignés. Donc, ça, c'est le diplôme en médiation cognitive, psychoéducation, puis père aidance en santé mentale. Et puis, pour faire ça, il faut donc des professions qui vont avec, dont la père aidance. Donc, après, c'est comment, pour moi, dans ma perspective, c'est comment la père aidance peut être un outil pour la réhabilitation psychosociale et pour le rétablissement. Et puis, un petit état des lieux sur ce qu'on fait en France, où je vous le dis tout de suite, on est bien plus en retard que le Québec, parce qu'en termes de proportion de père aidants par rapport à la population accompagnée, on en a bien moins. Mais c'est pas grave, on avance quand même et on compte sur vous aussi pour nous tirer en avant. Et puis, si on avance tous les deux ensemble, parce que je sais que c'est pas idéal ici non plus, on fera encore mieux. C'est le but de ma visite ici. Et donc, je suis vraiment très heureux de communiquer après vous deux. Donc, la réhabilitation psychosociale, un outil du rétablissement. Là, c'est une petite diapositive pour vous resituer les différentes dimensions du rétablissement. En bas à gauche, la dimension sur laquelle on se focalise d'habitude, en médecine, et puis en santé en général. Donc, c'est baisser la partie malade, le rétablissement clinique. On baisse les symptômes, et puis on espère que les gens vont aller suffisamment mieux. Quand on baisse les symptômes de la grippe, ça va, on peut reprendre, mais quand on baisse les symptômes de la schizophrénie, ça va pas. Parce que les gens, ils sont toujours aussi malheureux, et le taux de corrélation entre le rétablissement clinique et le rétablissement personnel, c'est-à-dire le rétablissement défini par les personnes elles-mêmes, il est faible. Donc je vous conseille la méta-analyse et revue de littérature publiée par une équipe hollandaise. C'est Van Eyck, le premier auteur, qui est paru dans le Schizophrenia Bulletin en 2018. Donc qui a vraiment regardé ces aspects-là et qui montre que le taux de corrélation est faible. Donc là, l'idée, c'est d'introduire des dimensions supplémentaires, la dimension sociale et puis surtout la dimension fonctionnelle qui est visée par la réhabilitation psychosociale. Et donc moi, la père aidance, je la vois de ce côté-là. La dimension fonctionnelle, c'est les capacités des gens à faire des choses très concrètes, donc à gérer des situations. Et ce rétablissement fonctionnel, vous allez voir que certains l'ont lié très fortement au rétablissement personnel. Par exemple, Patricia Digan, que vous connaissez peut-être, qui est une personne qui a été suivie et qui a été leader du mouvement des usagers aux États-Unis, et qui dit qu'elle s'est rétablie en grande partie parce que savoir ce qu'elle ne pouvait plus faire et savoir ce qu'elle pouvait faire lui permettait de mieux affronter les défis de la journée. Donc elle a fait un lien très étroit, Patricia Digan, entre le rétablissement fonctionnel et le rétablissement personnel. Et nous, nos structures, elles sont construites sur cette base-là. Alors, qu'est-ce qui peut entraver le rétablissement ? Les symptômes, on en a parlé, mais on sait que les réduire, ça ne suffit pas. Il y a d'autres dimensions qu'il faut considérer, en particulier la dimension cognitive, à laquelle on s'est beaucoup attelé, et c'est pour ça que quand Caroline tout à l'heure m'a présenté, elle dit que toutes les structures avaient des noms très très longs, ça s'appelle structure de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive, c'est pour dire l'importance de la dimension cognitive, parce que quelqu'un qui effectivement ne peut pas se concentrer, ne peut pas mémoriser, ne peut pas comprendre l'émotion sur le visage d'autrui, a moins de chances de se rétablir. Alors bien sûr ça peut arriver, mais il a moins de chances. Et nous, ce qu'on veut, c'est augmenter les chances du rétablissement en faisant ce qu'on peut en tant que professionnel de santé, parce qu'il y a une partie du rétablissement qui nous échappe, qui est due aux rencontres de la personne, qui vont créer de l'espoir, qui vont faire le déclic, etc. etc. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Parce que si on prend encore une autre méta-analyse, celle de Jääskeläinen, une méta-analyse finlandaise, excusez-moi pour la prononciation, le taux de rétablissement dans la schizophrénie, c'est 13,5%. Donc si on attend que les gens se rétablissent tout seuls, ça risque de ne pas se produire souvent. Alors ça arrive pour certains, et puis c'est très bien, ils vont pouvoir peut-être aider les autres, mais pas forcément.
Mais nous, on ne peut pas se contenter de ça en tant que professionnel de santé. Donc on doit mettre des moyens techniques, des outils de soins spécifiques pour augmenter ce taux-là. Et c'est pour ça que j'en reviens au rétablissement fonctionnel, et c'est pour ça qu'on a construit ces dispositifs de soins, et c'est pour ça qu'on s'est dit, augmenter le pouvoir de décider et d'agir en augmentant les capacités cognitives, c'est quelque chose qui va donner des chances au rétablissement fonctionnel et donc personnel. Alors ce que je vous dis là, c'est une conviction, je ne peux pas encore le prouver, mais on a mis en place une cohorte en France. La dernière fois que je suis venu ici, il y a un peu moins de 2 ans, elle commençait, je n'avais pas de résultats. Là, on a déjà des résultats, pas de suivi, mais au moins de description de la population. Et le but, c'est d'avoir des éléments sur l'impact concret sur la santé de la population. Et on a les moyens, enfin on aura les moyens, j'espère, de le faire. Alors, 2 dimensions, enfin 2 ensembles de dimensions. Une partie subjective pour le rétablissement, une partie objective. Donc après, je vais plus parler de la partie objective parce que, évidemment, c'est sur ça qu'on a une prise, nous, de l'extérieur. Et en tant que professionnel de santé, je suis forcé de me focaliser là-dessus. Mais je pense que ça, c'est plus important, évidemment. Et je pense que l'autre partie, objective, doit déterminer la subjective. Donc les gens qui se sont rétablis, et vous auriez été mieux placés que moi pour en parler, mais c'est pas grave, on pourra discuter après puisqu'on sera sur ces confortables fauteuils dans quelques instants, disent qu'en général, il y a eu un moment où ils ont retrouvé l'espoir. Donc la dimension de l'espoir, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est le fait de pouvoir se projeter en avant, de pouvoir construire de nouveau. Et puis cet espoir, souvent, il est passé par une rencontre, et puis probablement par le fait que cette rencontre, elle a abouti à de nouvelles prises de responsabilité, ou de nouvelles modalités d'interaction, et donc une restauration de sa propre identité. Et puis la prise de responsabilité, ça a pu être un travail, ça a pu être du bénévolat, ou ça a pu être simplement tenir la porte à la voisine le matin, une vieille dame, etc., etc. Enfin, quelque chose qui rend service. En fait, on veut tous donner un sens à notre existence. Alors qu'on soit avec des troubles psychiques sévères, ou qu'on soit psychiatre, on donne un sens à notre existence. Moi, j'essaye d'aider la pérédance parce que ça donne un sens à mon existence. Et vous voyez, je viens à Québec, l'Université Laval, parce que je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à s'entraider pour développer tout ça. Donc ensuite, l'approche orientée rétablissement, elle a des principes, une sorte de philosophie, et puis des outils pratiques, dont la remédiation cognitive. Je rappelle simplement les principes, mais ça, je pense que vous les connaissez bien. Je les recite simplement très très vite, parce que ce n'est pas quelque chose qui est complètement acquis par tous les professionnels de santé mentale. En tout cas, en France, on voudrait que tout le monde, en santé mentale, que ce soit dans le milieu sanitaire ou dans le milieu médico-social, mais vous ne connaissez peut-être pas cette distinction, ait acquis ça et le pratique. C'est-à-dire, ait dans la tête, toute personne a un potentiel qui doit être développé. Il n'y a pas que la maladie, mais il y a les capacités. Les compétences peuvent être développées. Toute personne a le droit de décider pour elle-même, donc on doit s'intéresser à ses propres choix pour lui permettre de construire son projet. On doit se décentrer de la partie maladie pour aller vers la partie souhait et besoin de la personne. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très naturel. Vous verrez que la cohorte nous aide pour ça. Donc on va mettre l'accent ensuite sur les forces, les capacités plutôt que sur les limitations. On va mettre en place des services dans un environnement aussi normal que possible. Ici, ça peut vous paraître assez évident. Vous avez fermé ces gros établissements psychiatriques après les histoires des années 1960. Mais nous, ils ne sont pas fermés. Nous, il y a encore du travail. Bon, ils ne sont pas fermés, mais il y a beaucoup moins de lits, quoi. Nous, c'est resté quand même une désinstitutionnalisation très progressive. Je pense que le mouvement était quand même plus net. Nous, il faut encore le faire. Et donc là, justement, mon hôpital de rattachement, le Vinatier, c'est un gros hôpital psychiatrique de Lyon, qui comprend encore des centaines de lits, 3000 professionnels qui y travaillent. Il vient de voter à l'unanimité un projet d'établissement centré sur le rétablissement, vous voyez. Mais maintenant, ce projet, il n'est pas appliqué. Il va falloir le mettre en place. Comment va-t-on faire ? Donc une des pistes, c'est de former tout le monde à ça, et puis de mettre des pères aidants dans les équipes. Enfin, en tout cas, plus qu'il y en a, parce que les 3 seuls pères aidants du Vinatier travaillent avec moi dans une structure qui n'est pas dédiée aux patients. Une structure qui est hors pôle, et puis moi je les redéploie, je les mets à disposition pour mon autre service que tu as cité, qui s'occupe des patients. Mais tout le reste du Vinatier, c'est-à-dire quand même 30 000 personnes de file active ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de père aidant. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Ensuite, je continue sur mes principes, il faut que tout soit individualisé, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux besoins propres de la personne. Pour que ça marche, il faut que les intervenants soient formés et engagés. Là, les pères aidants, ils interviennent, parce que pour être engagé en faveur du rétablissement, sans interagir avec des pères aidants, ça me paraît quand même délicat. Donc c'est une évidence qu'il va falloir le faire aussi pour ça. Et puis ensuite, intervenir le plus précocement possible. Je pense que Marc-André sera peut-être d'accord que si on prévient le handicap, c'est mieux que de chercher à le corriger. Ça va être plus efficace. Donc vous allez voir qu'une des difficultés, c'est que les jeunes n'accèdent pas, en début de psychose, aux évaluations et aux soins qui seraient nécessaires. Donc on va essayer de lier les interventions précoces avec la réhabilitation psychosociale. Donc là, j'ai un collègue qui était ici pendant quelques temps, qui s'appelle Frédéric Asbart, qui crée
unité d'intervention précoce, un des objectifs des case managers, des coordinateurs de parcours, pardon, ça va être d'accompagner les personnes vers les structures de réhabilitation psychosociale. Et puis ensuite, le travail. Les personnes veulent travailler, vous allez voir, mais malheureusement, en France, il y a très peu d'accès à la profession rémunérée pour les personnes avec des troubles psychiques sévères, et en particulier une schizophrénie. C'est peut-être 10% à peu près qui subviennent à leurs besoins avec leur salaire. C'est beaucoup trop faible. En Allemagne, c'est déjà 30%. Et vous allez voir dans le résultat de la cohorte, 80% voudraient travailler. Donc on a vraiment des marges d'amélioration considérables. Je ne pense pas qu'il faille que tout le monde travaille. Il y en a qui ne pourront pas ou ne voudront pas. Mais en tout cas, ceux qui le veulent et le peuvent, il faut leur permettre de travailler. Alors que pour l'instant, l'idée, c'est non, ils sont trop fragiles, ils ne vont pas y arriver. Protégeons-les, empêchons-les. On ne va surtout pas faire de projet, on va leur dire que ça ne marchera jamais. Et puis on va leur donner une allocation pour adultes handicapés. Parce qu'en France, on a ça. Et il n'y a pas tellement d'intérêt financier à travailler, effectivement. Mais les gens le veulent quand même, pour leur statut, pour leur identité. Donc je pense qu'on doit les aider. Et ça, il y a quand même des prérequis, des a priori à combattre pour changer les choses. En tout cas, en France. Donc la réhabilitation psychosociale, qu'est-ce qu'elle apporte? Remettre les personnes concernées au centre de la prise en charge. Luc Vigneault, tout à l'heure, a dit que c'était un principe, mais que ce n'était pas fait partout, y compris ici. Que c'était dans les principes, mais que dans la réalité, c'était plus compliqué. Une fois qu'on les a remis au centre de la prise en charge, on doit pouvoir restaurer leur pouvoir d'agir. Pour restaurer le pouvoir d'agir, on a des outils spécifiques, dont la remédiation cognitive, mais ce n'est pas le seul, je citerai les autres après. Et donc, on a organisé les choses avec une conceptualisation en 3 étapes, très simples, qui sont sur toutes les structures françaises. Premièrement, une rencontre facile, un accès facile, avec un médecin qui permet de voir la trajectoire de la personne, l'impact des difficultés donc cognitives, sortir la plainte cognitive, l'impact de la maladie sur la trajectoire de citoyen de la personne, et éventuellement la proposition de mettre en évidence les capacités et les limitations. Donc deuxième étape, évaluation, bien standardisée, multidisciplinaire, avec une restitution pour la personne. Ce n'est pas des évaluations théoriques pour mettre des chiffres dans des colonnes, c'est pour que la personne se connaisse mieux et puisse demander, puisqu'on est orienté rétablissement, c'est la personne qui va demander des soins, troisième étape, pour renforcer son pouvoir de décider et d'agir. Et c'est là qu'il y a la remédiation et d'autres outils de soins. Et la pérédance, elle est dans la première étape, la deuxième étape et la troisième étape. On pourra y revenir après. Je crois que j'ai mis le petit schéma. Si je l'ai oublié, on discutera sur les fauteuils. Voilà un des schémas qui n'est pas le plus simple à lire. Donc, premier contact, rendez-vous avec le médecin. On le veut d'accès libre. En fait, ces structures-là, elles sont en troisième ligne en France. Première ligne, la médecine générale. Deuxième ligne, la psychiatrie générale. Troisième ligne, les structures spécialisées, dont les structures de réhabilitation psychosociale, mais l'objectif, c'est que toutes les personnes qui ont des troubles psychiques sévères ou des troubles du spectre de l'autisme puissent y accéder sans limitation et sans avoir besoin de passer par des formulaires techniques, technocratiques, administratifs, très compliqués, dont on a le savoir et l'utilisation très courante pour limiter un petit peu l'afflux. Là, on ne veut pas limiter l'afflux, on veut que tout le monde puisse venir facilement. Donc, pas besoin d'être adressé par un médecin, pas besoin de remplir des papiers, on téléphone, on a un rendez-vous avec un médecin. Donc ça, c'est déjà bien, et ça marche, parce qu'on a mis beaucoup de médecins en première ligne, avec une organisation qui ne permet de pas les épuiser, et qu'ensuite, ils délèguent la plupart des évaluations et des soins qui vont suivre, quand c'est nécessaire. Ensuite, l'évaluation, donc c'est souvent évaluation cognitive, évaluation psychosociale, recueil des besoins et des souhaits de la personne, avec des échelles de satisfaction, avec un grand tableau qui nous permet de mettre en adéquation ce que voudrait la personne, ce qui empêche que ça se mette en œuvre et ce qui permettrait que ça se mette en œuvre. Et puis ensuite, mise en perspective de tout ça, restitution, on voit ce que veut la personne, ce qui bloque de manière très très globale, dont les facteurs cognitifs entre autres, et puis on lui permet de dessiner un petit peu ce qui lui permettrait d'atteindre son objectif. Par exemple, c'est une personne qui voudrait travailler dans une librairie, qui a des difficultés visio-spatiales, qui ne peut pas retrouver un livre parmi 10 000 autres livres, comme il y a dans toutes les librairies. Et donc ça, on voit quel est le point cognitif, là par exemple, qui bloque la mise en œuvre du projet. On va pouvoir lui proposer une remédiation cognitive par rapport à ce point de blocage. Parce qu'on voit le trouble cognitif, les répercussions fonctionnelles, et puis le blocage pour le projet. On a les 3 critères pour mettre en place de la remédiation cognitive. Donc là, on passe aux soins de réhabilitation, où les personnes vont pouvoir renforcer leur pouvoir de décider et d'agir. Et là, on agit avec la remédiation cognitive. Mais on va agir aussi avec la psychoéducation. Mieux maîtriser, évidemment, sa maladie, mieux maîtriser son traitement, mieux maîtriser ses potentialités de rétablissement. Donc là, il y a des outils pour tout ça, donc très spécifiques, avec des fiches et d'autres procédures qui vont être utilisées très largement. Les groupes de renforcement des compétences sociales. Et puis la pérédance qui va intervenir non seulement dans la psychoéducation, parce que faire de la psychoéducation sans pérédance n'a pas de sens, c'est pas crédible.
pour pouvoir parler des choses comme ça, en tout cas de la maladie. Le traitement, il n'y a pas de souci, on peut parler du traitement des médicaments, mais pour parler de la maladie, du vécu, il faut être passé par là. Donc il faut toujours que les outils de psychoéducation ils soient co-construits et co-animés par un père aidant. Mais ça, il y a encore de la marge, pour y arriver, il y a du travail. Et puis d'autres techniques qui sont citées là, si vous arrivez à lire les petits caractères. Et puis en dessous, vous avez des espaces de transfert qui peuvent être dans le milieu sanitaire, dans le milieu médico-social, ou mieux, dans la société, des espaces de droit commun. Par exemple, les clubhouse ou les groupes d'entraide mutuelle. Ça, ce sont des associations qui sont faites par et pour des personnes qui sont rétablies. Il y a le clubhouse, il y a des critères bien précis, des règles bien précises d'organisation. Les GEM, c'est beaucoup plus libre, c'est un truc à la française, il y en a d'ailleurs bien plus. Et là, les gens s'entraident. Et c'est très utile. Et puis toujours, en parallèle, soutenir les proches. Parce que les proches souffrent et parce que les proches ne savent pas comment aider la personne qui est malade, qui a des troubles psychiques sévères. Donc il faut les soutenir. Première étape, information. Et deuxième étape, le plus souvent, psychoéducation. Mais pour ça, il faut qu'elle soit informée que ça existe et puis qu'elle puisse accéder à la première étape d'information. Donc on a mis en place toute une organisation pour que ça fonctionne. Donc avec tout ça, on essaye de faire du sur-mesure. Il n'y a pas de programme universel. C'est individualisé parce que le besoin de chacun et le souhait de chacun, il est différent de celui de la personne d'à côté. Donc même quand on fait un groupe, chacun a ses objectifs individuels. Donc on s'adapte vraiment à ses besoins, à ses souhaits. On favorise toujours l'apprentissage de nouvelles stratégies, ça c'est l'aspect cognitif. C'est surtout dans la remédiation, mais pas que. C'est comment, moi, avec mes difficultés, mais aussi mes capacités, je vais faire face à telle situation. Donc c'est un petit peu la résolution de problèmes en se basant sur les compétences cognitives. Et puis on va agir le plus tôt possible pour prévenir l'entrée dans le handicap, et puis ça va aussi contribuer à prévenir les rechutes et les récidives. Alors on a déployé tout un réseau en France qui est celui-là pour la partie déjà en place, et puis qui se développe encore sur tout le territoire français, puisque ça fait l'objet de financement fin 2018 et d'une instruction des GOS, donc du ministère de la Santé, pour dire que sur tous les territoires de santé, il doit y avoir des structures de réhabilitation psychosociale avec de la remédiation cognitive. Maintenant, c'est la réglementation française. Il ne peut pas y avoir de territoire de santé. Un territoire de santé, c'est en général un département, donc 500 000 habitants, quelque chose comme ça. Il ne peut pas y en avoir, selon les règles établies en France, sans la réhabilitation psychosociale et la remédiation cognitive. Alors, la pérédance, on essaye de l'introduire maintenant, petit à petit, dans l'étape suivante. Par exemple, pour la partie Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a Lyon, c'est la partie encerclée de rouge en bas à droite. Là, il y a deux régions où c'est un peu plus structuré parce que c'était des régions expérimentales. On crée des dispositifs médico-sociaux, donc des services d'accompagnement médico-sociaux pour personnes handicapées, ce qu'on appelle des SAMSA. On en crée sur toute la région, un par département, ça fait 13, parce que la métropole de Lyon est en soi un département. L'Agence régionale de santé a mis 4 millions et quelques d'euros, les départements ont complété. Et là, ça fait par exemple pour Lyon 70 places environ, pour accompagner les personnes en ambulatoire et leur permettre d'accéder au logement et de se maintenir dans le logement. Et bien là, dans tous ces appels d'offres, sur chacun des départements, il y a un père aidant. Donc là, on est en train de pouvoir le mettre en place comme ça, avec le soutien des pouvoirs publics. Voilà, ça commence là en septembre. Eh ben, faut venir à Lyon, voilà. Donc à côté de ça, on fait également une action de recherche. Pourquoi faire de la recherche? C'est très important pour mieux savoir ce qu'on fait et pour être plus crédible auprès des pouvoirs publics. Si on n'a pas de chiffres, en fait, on n'est pas crédible, on n'a pas d'argent. Donc il faut des chiffres pour avoir de l'argent. C'est ce que disait Luc Vigneault tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a mis en place cette cohorte qui a commencé donc en 2016. Et là, on a fait une extraction un peu plus de 2 ans plus tard, en 2018, qui nous permet déjà de décrire la population suivie. Vous voyez, on avait 1 tiers de femmes, 2 tiers d'hommes, 33 ans environ en moyenne. La plupart n'avaient pas un niveau universitaire et la plupart avaient plutôt de faibles revenus. Et ils reposaient sur l'allocation adulte handicapé. Les diagnostics, 49% schizophrénie, 13% troubles du spectre de l'autisme, 9% bipolarité, et puis seulement 26% étaient en monothérapie, et 28% avaient au moins 3 médicaments, voire plus. Donc les recommandations ne sont pas tout à fait respectées. Ça va permettre d'améliorer aussi la qualité des prescriptions. Et puis surtout, vous voyez ici, les jeunes patients n'étaient pas assez nombreux. Parce qu'on dit qu'il faut accéder le plus tôt possible, après le premier épisode psychotique par exemple, quand on a vraiment besoin de construire son projet, avant que le handicap s'installe. Donc là, nous, on communique dessus, mais visiblement, ça ne marche pas, puisque à l'époque, c'était il y a un peu plus d'1 an, pour cette extraction-là, on avait 8% de personnes qui avaient moins de 2 ans de maladie. On a refait 6 mois plus tard une extraction, c'était plus que 5%. Donc ça prouve vraiment qu'il faut faire le lien avec les dispositifs d'intervention précoce, comme celui de Frédéric Asbart,
que je citais tout à l'heure, mais il y a aussi Juliette Martin qui est à Dijon, il y a aussi Vincent Laprévotte qui est à Nancy, Marie-Odile Krebs à Paris, etc., etc. Donc tous les services français qui font ça, il faut que ça soit lié avec les dispositifs de réhabilitation psychosociale qui existent déjà. Là, on voit le sens que ça peut avoir. Et ça, c'est les demandes des gens. L'intérêt de ces dispositifs, c'est qu'ils sont centrés non pas sur la maladie, mais réellement sur les besoins et les souhaits des personnes. Donc on a des échelles de satisfaction qu'on fait passer systématiquement. Sur cette extraction, il y avait 1400 personnes. Actuellement, on en est à plus de 2500 dans la base. Et là, on voit que c'était 80% de l'effectif qui voulait travailler ou avoir une formation. Alors que je vous ai dit que tout à l'heure en France, c'était 10% qui subvenaient à ces besoins par le travail. Donc on voit bien la marge d'amélioration considérable qu'on a là. Plus de 70% voulaient améliorer son fonctionnement cognitif. Environ 70%, un peu moins, voulaient améliorer sa gestion des symptômes. Et 50%, un petit peu plus, voulaient améliorer ses relations interpersonnelles. Ça, c'est une demande qui est récurrente. Donc ces 4 demandes-là, c'était des demandes qui concernaient plus de la moitié de la population qu'il faut passer en priorité. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est la première fois qu'on a des chiffres là-dessus. D'habitude, on s'intéresse à ceci, cela de manière très générale. Là, on sait vraiment les demandes des personnes. Et puis, on a aussi mesuré, avec une échelle australienne, qui s'appelle la STORY, c'est Andresen le premier auteur, le stade de rétablissement. Tout à l'heure, Luc Vigneault a cité des stades, c'est pas tout à fait les mêmes noms, mais ça correspond au même concept. Là, ça commence par moratoire, c'est quand les personnes sont inconscientes de leurs troubles, ne veulent pas se soigner, etc., etc. C'était un peu plus de 20%, plus d'une personne sur 5 chez nous. Et ça va jusqu'au stade croissance, où les personnes sont censées être rétablies, c'était presque un tiers. Classiquement, quand on arrive au stade croissance, qu'on est censé être rétabli, on n'a plus besoin de soins spécifiques en dehors des traitements de maintien. Garder des médicaments pour maintenir le rétablissement, ça c'est acquis, tout le monde le sait. Mais pour le reste, si vous prenez le livre de Jérôme Favreau sur rétablir de la schizophrénie, je ne sais pas si vous l'avez vu passer ici, il a fait un petit tableau. Au stade 1, il faut faire ça comme soin. Au stade 2, il faut faire ça comme soin. Tac, 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 jusqu'à 5. Et à 5, il y a un petit trait. Parce que les gens, normalement, ils se débrouillent, puisqu'ils sont rétablis. Donc on les laisse aller. Or, si on regarde les demandes stade par stade, les besoins des personnes, ben vous voyez, là c'est classé du stade 1 au stade 5 pour chacun des grands axes, des grands domaines de la vie. Insertion professionnelle, gestion des symptômes, gestion cognitive, relations interpersonnelles. Ben, chaque fois, ça remonte au stade 5. C'est-à-dire qu'en fait, là où les gens demandent le plus d'aide, c'est au stade où ils sont censés être rétablis. Donc ça nous interroge sur nos dispositifs. Ils demandent le plus en fait au début, après ça baisse stade après stade, et puis ça remonte au 5e stade. On ne peut pas vraiment l'expliquer, c'est une coupe transversale aussi, c'est pas du longitudinal. Mais quand même, ça interroge sur ce qu'on propose à la population, et ça nous pousse à ne pas laisser les gens comme ça, dans le vague, au stade soi-disant rétabli. Alors donc, fort de tout ça, nous souhaitons développer vraiment la culture du rétablissement et les outils de la réhabilitation psychosociale en France. Donc nous avons créé des structures de soins, vous avez vu la carte tout à l'heure, mais il y a aussi une structure non soignante à laquelle vous avez accès ici, puisque la plupart des informations passent par voie électronique sur le site web, enfin sur les 2 sites web. Donc vous avez le principal ici, l'autre étant relié par voie électronique. Et là, l'idée, c'est vraiment de suivre l'actualité, de diffuser des informations utiles sur le rétablissement et la réhabilitation psychosociale. Et dans les outils, et ce qui sort le plus, comme occurrence, il y a la paire aidance. Donc ce qu'on souhaite, c'est que les formations à la paire aidance soient répertoriées dessus, les offres de poste, alors pour la France, pour l'instant, à la paire aidance, soient répertoriées dessus, les expériences de paire aidance soient répertoriées dessus, etc., etc. Donc ça, n'hésitez pas à regarder ce site, et vous pouvez aussi vous inscrire à une newsletter en mettant simplement votre nom dans une petite case en haut à droite. Après, donc, il y a de nombreuses actions de formation pour changer les choses. Alors il faut former des gens à des techniques très spécifiques. Mais ça concerne quelques personnes qui vont être dans les centres de réhabilitation. Par exemple, DU de remédiation cognitive, diplôme d'université de remédiation cognitive, où on forme 65 personnes par an environ depuis plus de 10 ans maintenant. Donc on a quand même formé pas mal de monde, mais ça suffit. Parce que la remédiation, il y a pas mal de patients, mais au total, vu le nombre de professionnels formés, ça suffit. La psychoéducation, c'est à peu près pareil. Il y a des DU, TCC, ça, il y en a plein en France, thérapie comportementale et cognitive. Par contre, ce qu'il faut vraiment généraliser, c'est les sensibilisations et les formations à l'approche orientée rétablissement pour que les personnes qu'on accompagne soient respectées de la même manière partout. Ça, c'est pour tous. Donc ça, c'est compliqué à faire parce que ça fait des dizaines de milliers de personnes sur toute la France, pour ne parler que de la France. Ici, c'est pareil. Donc là, pour répondre à cet enjeu très difficile, on est en train de mettre en place des formations avec de l'e-learning dont je vais parler après. Et puis pour préparer cette demande de formation, on sensibilise des équipes avec l'Observatoire du rétablissement. Là, vous avez la photo d'une paire aidante qui travaille dans une de mes équipes au centre ressources, c'est Camille Ignard.
Et donc Camille, elle a répondu à un appel d'offres de la Fondation de France, et elle a été subventionnée alors qu'elle était père aidante depuis seulement 1 an, alors que c'est extrêmement compétitif et que tous les professionnels, les chercheurs français candidatent à ça. C'est elle qui a eu cet appel d'offres parce qu'elle a proposé un dispositif extrêmement lisible, extrêmement simple, pour aider les personnes, surtout les professionnels, à mieux comprendre où elles en étaient et à mieux aider ceux qu'elles accompagnent. C'est ce qu'on appelle l'observatoire du rétablissement. Donc c'est elle qui l'a développé, c'est tout simple. Des personnes s'évaluent avec une échelle américaine traduite par Jean-François Pelletier de Montréal. On a un peu adapté la traduction pour qu'elle soit plus compatible avec la partie française, mais à part ça, on n'y a pas retouché. Et donc les gens évaluent leurs propres pratiques, se font évaluer par la population suivie et par les familles des personnes qui sont suivies. Et puis en fonction de ça, après la restitution, ils peuvent demander des actions d'amélioration, et ça peut être justement des sensibilisations à l'approche orientée rétablissement. Donc ça, c'est vraiment le premier déclic, et même pour des services de psychiatrie qui n'étaient pas du tout là-dedans, il y a eu vraiment des choses très intéressantes en termes de rencontres, en termes de demandes, en termes de prise de conscience. Donc la Fondation de France nous permet de financer 20 services qui vont s'auto-évaluer et se faire évaluer par leurs usagers. C'est déjà pratiquement plein pour la France. Donc un dispositif très simple qui permettra au passage d'avoir des données très larges sur la situation française. Donc le questionnaire, c'est RSA. Et puis je reviens à l'e-learning dont je parlais avant. Vous voyez, on est en train de mettre en place quelques dizaines de supports vidéo. Il y aura des QCM pour valider le passage de la première étape à la deuxième étape, etc., etc. Et puis surtout, après avoir vu ces 7 à 10 heures de film, les personnes, les professionnels de santé mentale, bénéficieront d'une journée en présentiel par l'une des équipes de la carte que vous avez vue tout à l'heure. Donc ça, c'est transversal pour toute la France ou au-delà, parce qu'on peut très bien l'utiliser ici. C'est sur Internet, c'est sur YouTube, on le met à disposition. Si vous voulez l'utiliser, vous le prenez. Et après, l'idée, c'est vraiment d'avoir une partie en pédagogie active où on va faire de la classe inversée. C'est-à-dire ceux qui auront vu les films vont le présenter. Et on va voir s'ils ont acquis les concepts, on va pouvoir les approfondir. Et puis après, aller vers la construction d'un projet de suivi individualisé, c'est-à-dire recueil des besoins, de la satisfaction des personnes, puis comment les accompagner à construire leur projet. En une journée, après avoir vu tout ça, une journée de réflexion et de pédagogie active, je pense que c'est possible. Donc là, on commence. Donc ça, c'est pour l'instant surtout des professionnels de toute la France qui ont fait ça, quelques-uns de Suisse, et puis je souhaite que le Québec participe parce que c'est francophone. Voilà. Et puis comme ça, on le partagera et on sera encore plus efficace. Et il y a beaucoup d'interventions de pères aidants. Là, vous voyez par exemple Camille, père aidante, en bas à gauche. Donc j'aimerais qu'il y ait des pères aidants, mais aussi des personnes qui sont passées par l'épreuve de la maladie qui ne sont pas pères aidants. Des témoignages d'usagers, ça, on ne les a pas encore. Ça va faire partie des choses à faire dans les prochains mois. Voilà le plan, un petit peu de ce qui est prévu pour l'instant. Donc vous voyez, des généralités, les concepts, comment on évalue les besoins et les ressources, quels sont les outils spécifiques de la réhabilitation psychosociale. Là, il y a déjà 5-6 heures de cours en ligne, ce qui est beaucoup, parce que pour regarder des heures de cours comme ça, c'est un petit peu dense. Donc l'idée, c'est vraiment de faire évoluer l'offre de psychiatrie et de santé mentale en France, et puis dans le monde francophone, si on peut le faire ensemble. Favoriser le virage ambulatoire, qui est donc moins avancé, comme je le disais, en France qu'ici. Soutenir également l'hébergement, l'accès à l'hébergement et l'insertion en milieu ordinaire, où là, il y a vraiment des grosses difficultés. En France, on est très en retard, et on a exactement ce que Luc Vigneault disait tout à l'heure. On a ce qu'on appelle des ESAT, c'est des entreprises protégées, où les gens qui sont productifs ne sont pas enclins à sortir, puisqu'ils font tourner l'entreprise. Donc, ce qui permet d'aller un petit peu plus loin déjà. On a heureusement des ESAT de transition. Et Luc Vigneault, d'ailleurs, était intervenu pour Messidor, qui porte le réseau de transition, où là, c'est dans le principe de l'ESAT, de l'entreprise adaptée, de faire sortir la personne quand elle est le plus productive pour aller dans le milieu ordinaire. Et puis, depuis fin 2017, on a enfin l'emploi accompagné, c'est-à-dire les principes un peu de ce qu'on appelle job coaching, le modèle IPS. Ça, c'est c'est un peu adapté à la française parce qu'il y a des contrats administratifs. C'est enfin arrivé en France. Il y a déjà eu, je crois qu'on était à 1700 personnes qui en avaient bénéficié au bout d'1 an. Donc ça, c'est en train de se développer et le gouvernement remet le double du budget cette année. Enfin, double le budget plutôt cette année. Donc ça, c'est en train d'avancer. Je pense que c'est très, très bénéfique pour la population parce qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics des nécessités dans ce domaine. Donc la pérédance, c'est un outil de réhabilitation psychosociale qui prend sa place parmi tout ça. Il faut la mettre en perspective avec l'entraide informelle. Donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ce qu'on a dans les groupes d'entraide mutuelle, des associations, dans les clubhouse, c'est de l'entraide informelle. Ça vient des alcooliques anonymes, et ça s'est développé dans tous les domaines. C'est vraiment à favoriser. Moi, j'en vois vraiment beaucoup de monde au clubhouse de Lyon, par exemple, et au groupe d'entraide mutuelle aussi. C'est différent d'aller vers la pérédance professionnelle, où là, on a quelqu'un qui a plus de recul, qui a acquis des techniques particulières et qui surtout est intégré dans une équipe de soins ou médico-sociale, comme on dit en France. Les deux sont séparés.
L'intérêt, c'est la légitimité forte, c'est la promotion du rétablissement, intérêt pour les personnes qui sont en face de soi, les personnes accompagnées, intérêt pour les équipes qui petit à petit vont changer, vont avoir une perspective différente. Ils ne pourront pas dire les mêmes choses quand le père aidant sera là, ça c'est bien montré, et c'est évident. C'est mettre en perspective le savoir expérientiel et puis le savoir théorique, et donc le changement des pratiques, c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit. Alors les bénéfices rapportés par les utilisateurs, l'espoir, la reprise du pouvoir d'agir, tout ça, ça a déjà été dit, le soutien social, l'empathie, la reconnaissance, réduire la stigmatisation, c'est extrêmement important, il y a un gros combat par rapport à ça. Et puis réduire le taux d'admission et de maintien dans la communauté, vous voyez, vous avez par exemple cette étude, Johnson et collaborateurs, Lancet 2018, où vous avez une réduction de 33% du taux de réadmission en unité de soins aiguë psychiatrique dans cette étude randomisée contrôlée. Donc ça, c'est des arguments extrêmement forts de nature à permettre les financements. C'est ça qu'il faut citer chaque fois. Et puis, la pérédance en France, je laisse mes diapositives, et puis de toute façon, c'est enregistré, donc n'hésitez pas non plus à me demander les références que vous n'auriez pas. Donc, on a un contexte favorable. On a un décret du 27 juillet 2017, c'est celui sur le projet territorial de santé mentale, qui parle d'entraide par les pairs. Là, vous avez une partie du texte, c'est un décret qui a quand même été très utile. C'est celui qui a permis aussi que la réhabilitation psychosociale soit développée sur tous les territoires, parce que c'était mentionné en toutes lettres. Mais vous voyez, elle part d'entraide par les pairs aussi. Et puis donc, dans ce contexte-là, il est nécessaire que les personnes puissent arriver armées, avec les outils du rétablissement et la capacité à s'intégrer dans une institution, d'où l'idée de faire ce deuxième diplôme en France. Pour l'instant, vous avez ce qu'on appelle la licence médiateur de santé pair, qui est faite en collaboration avec le centre collaborateur de l'OMS de Lille et puis de l'université Paris 13. C'est une licence et c'est lié à l'emploi. Parce qu'on ne peut accéder à cette formation que s'il y a un emploi promis en CDI derrière. Et c'est sous forme d'expérimentation payée par les ARS, donc le ministère de la Santé via les agences régionales de santé. C'est un truc un petit peu contraignant et il fallait un petit peu ouvrir et libéraliser ça. Là, on donne une formation plus courte, accessible dès le bac en France, ouverte aussi aux troubles du spectre de l'autisme, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant pour la première formation. Et donc les gens vont pouvoir s'inscrire s'ils le souhaitent ou pas, avec un coût de formation qui est inférieur à l'autre, et puis ensuite trouver l'emploi dans un contexte plus favorable, puisqu'on a vu que les postes sont créés dans les SAMSA, entre autres, mais aussi ailleurs. Donc la première promotion commence à l'automne, et on a eu pas mal de demandes. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc jusque-là, on avait effectivement la licence médiateur de santé pair, on a ce DU qui se crée, puis on a fait aussi des sessions de formation associative, donc qui ne donnaient pas de diplôme, qui étaient simplement qualifiantes, et qu'on appelait formation patient ressources. Elles ont été portées par l'association qu'a cité Caroline tout à l'heure. La troisième, s'est terminée en avril dernier. Ce qui fait qu'avec tout ça, avec la première phase de l'expérimentation du CCOMS, la deuxième là, on est à moins de 100 personnes sur toute la France, père aidante intégrées dans les services, à peu près. Il faut que je refasse le compte, mais on n'a même pas ça. Donc on a 68 millions d'habitants quand même à peu près en France, et on n'a pas plus de père aidants qu'au Québec. Donc vous voyez un petit peu le travail qui reste à faire. Là, les 30% ou les 80%, on en est loin. Je ne sais pas si on pourra fixer un objectif chiffré. Mais là, l'idée maintenant, c'est de créer des dispositifs qui permettent que les pères aidants accèdent plus facilement effectivement à des équipes hospitalières, soit en les intégrant dedans directement, soit en faisant des plateformes qui les mettent à disposition. Ça, c'est le projet du ministère de la Santé, du COPIL-Psy, qui pourra avoir lieu l'année prochaine. Voilà, donc ce qu'on va essayer de proposer, ce qu'on va proposer aux pères aidants dans le diplôme qui commence dès cet automne, c'est connaître les principes et les outils du rétablissement, connaître les définitions et les outils de la santé mentale, savoir transposer les éléments de son expérience du rétablissement en compétences transmissibles, s'approprier les outils de la relation d'aide dans le champ de la santé mentale, concevoir et promouvoir des actions et projets qui visent la déstigmatisation des troubles psychiques et l'information sur le vécu de la maladie mentale, et contribuer à des actions qui favorisent le renforcement du pouvoir d'agir et l'autonomisation, et puis le travail en réseau. Donc ça fait partie des objectifs de cette formation. En 4 fois 3 jours de cours, donc c'est pas tellement différent de ce que j'ai vu tout à l'heure, 35 heures au lieu de 42 heures de stage, avec à la fin un mémoire à faire et un examen oral. Par contre, nous, on l'étale sur un an. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Nous, ça va commencer, les premiers cours sont là en novembre et ça va se terminer en septembre l'année prochaine. Pour que les gens aient le temps de s'approprier les notions, de faire leur expérience, d'étaler leur stage s'ils le souhaitent, et puis que l'examen soit à la fin de tout ça. Le programme précis, il est là, mais je ne pense pas que vous pourrez le lire.
Moi, d'ici, j'arrive. Hein. Et puis, les noms des intervenants sont là. Donc, c'est intervenants de toute la France. Vous voyez, la première session, généralité, rappel clinique. Session 2, droit des personnes, rôle du père aidant. Session 3, outils du père aidant. Session 4, métier et acteurs de la santé mentale, réseau. Voilà, c'est comme ça qu'on a regroupé les choses. On pense qu'avec ça, les gens ils vont pouvoir arriver avec suffisamment de quoi travailler. Donc on souhaite qu'ils comprennent les enjeux théoriques de la psychiatrie et de l'approche dans les différentes institutions, ça c'est très important, qu'ils connaissent les différents modes d'aide à partir de leur propre savoir expérientiel, qu'ils puissent s'approprier la mise en œuvre d'interventions qui relèvent de la relation d'aide et psycho-éducative, qu'ils puissent apprendre à travailler en institution, et puis inscrire leurs interventions dans le parcours de vie et de soins des personnes accompagnées, en lien avec les différents acteurs, parce que le système français il est très compliqué. On a du sanitaire, du médico-social, du social. Au sein du médico-social, il y a plein de structures différentes avec des acronymes que je ne vous dis même pas, parce qu'il faut 20 ans de formation sur le terrain ou à la fac pour les connaître. Donc pour ça, les pères aidants, il ne faut pas qu'ils tombent comme ça, du premier coup. Il faut vraiment les préparer et leur donner un savoir suffisant, aussi par rapport à la structuration administrative française. Ça, c'est une spécificité de chez nous. Donc avec tout ça, on va pouvoir, on espère, mettre en évidence les capacités des personnes en les évaluant précocement. On va pouvoir valoriser le potentiel de chacun, et les pères aidants, ils interviennent à ce niveau-là, avec toute la légitimité de leur discours. On se centre sur des projets concrets. Vous avez vu qu'on a mis en place des structures de soins avec un accès simple. On utilise des outils de soins qui ont fait l'objet d'études scientifiques, si possible randomisées, contrôlées, ou de méta-analyses. Et contrairement à d'autres modes de fonctionnement, on a toujours des soins individualisés avec une durée limitée, donc des objectifs qui sont fixés personne par personne et qui sont concrets dans leur vie. La réhabilitation psychosociale, elle a pour but de donner un coup de pouce pour la réussite des projets de la personne dans la société. Le soin n'est pas un projet en soi. Merci de votre attention.